Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'algorithme de Box and Jenkins. Cet algorithme a été présenté à partir des années 1970, lorsqu'ils avaient publié leur livre sur le Time Series Analysis, Forecasting and Control. Et au fait, il est basé sur les modèles ou bien les processus aléatoires ARMA. Et donc, dans une première partie, je vais vous présenter cet algorithme et ensuite, dans une deuxième, nous allons essayer de l'appliquer à la modélisation de séries temporelles, genre le produit intérieur brut, le taux de chômage et d'autres séries économiques, séries temporelles économiques ou financières. Donc, je commencerai par dire que Box and Jenkins ont proposé un algorithme de prévision des séries temporelles qui a été fondé sur l'utilisation des processus ARMA. Et je rappelle que ARMA veut dire tout simplement autorégressive moving average. Et qu'est-ce qu'un processus autorégressif d'ordre P? D'abord, c'est un processus stationnaire, mais qui vérifie la relation suivante, c'est-à-dire que je vais exprimer une variable x à l'instant t en fonction de ces valeurs retardées d'une période t-1, t-2 jusqu'à t-p, et auquel je vais rajouter epsilon qui est un bruit blanc. Et donc, il s'agit d'une régression, mais de la variable sur ces valeurs retardées au cours du temps. Quant au processus moyenne mobile, nous sommes toujours dans le cadre de processus aléatoires stationnaires, sauf que la variable x indice t, il est exprimé en fonction des valeurs retardées du bruit blanc. Et donc, vous avez epsilon t, epsilon t-1, epsilon t-2, epsilon t-3 jusqu'à l'ordre Q du processus moyenne mobile, et donc jusqu'à epsilon t-k. Et enfin, lorsqu'on a un processus mixte, c'est-à-dire un processus à la fois autorégressif et moyenne mobile, nous allons exprimer la variable en fonction de ces valeurs retardées, t-1, t-2, t-3 jusqu'à t-p, et nous allons également l'exprimer en fonction des valeurs retardées du bruit blanc. Et donc, vous avez epsilon t-1, epsilon t-2, epsilon t-3 jusqu'à epsilon t-k. Et donc, vous avez ici l'ordre P de la partie autorégressive et vous avez l'ordre Q de la partie moyenne mobile. Alors, en quoi consiste l'algorithme de Box and Jenkins? Il consiste en 4 étapes. La première étape, c'est l'étape d'identification, suivie d'une étape 2, c'est l'étape d'estimation, d'une étape 3, c'est l'étape de validation, et d'une étape 4, c'est l'étape de prévision. Lorsqu'on veut s'intéresser à l'identification, notre objectif, c'est d'identifier le processus aléatoire susceptible de représenter de manière adéquate et pertinente la série temporelle au sein d'une large classe des modèles ARMA. Et donc, au fait, si on veut identifier le processus, cela consiste tout simplement à choisir l'ordre P et Q du modèle ARMA qui nous intéresse à partir de la grande classe de ces processus ARMA. La deuxième étape consiste à estimer les coefficients des modèles identifiés, c'est-à-dire on va estimer le phi1, le phi2, le phi3 et le θ1, θ2, θ3, etc., par des méthodes d'estimation standard, soit des moindres carrés conditionnels ou inconditionnels, soit par le maximum de vraisemblance. Et la troisième étape, qui est l'étape de validation, consiste à utiliser des tests d'adéquation sur le modèle ARMA-PQ sélectionné, et on va utiliser les tests standards d'absence d'autocorrélation qui est le test de Young-Box, de normalité qui est le test de Jacques-Vera, et un test d'homoscédasticité. En général, c'est le test Arch. Et donc, l'idée de la validation
consiste à vérifier que les résidus du modèle ARMA sélectionné constituent bien un bruit blanc. Et donc, on passe à la quatrième étape, qui est l'étape de la prévision. On va effectuer la prévision de la série temporelle à un horizon H. Et donc, au fait, cet algorithme est représenté par cet organigramme. Étape 1, identification. Étape 2, estimation. Étape 3, validation. Et lorsque le modèle est validé, on peut faire des prévisions. Si jamais le modèle n'est pas validé, on va reproposer un autre modèle. Ça veut dire qu'on va changer les retards P et Q pour proposer un autre modèle et on refait la procédure identification, estimation, validation. S'il s'agit d'un bruit blanc, alors on fait une prévision. S'il ne s'agit pas d'un bruit blanc, on va encore proposer un autre modèle et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on sélectionne le meilleur modèle. Donc, si vous voulez, l'étape 1 consiste à répondre aux questions suivantes. D'abord, est-ce qu'il y a une saisonnalité ou un trend? Et dans ce cas, il faut immédiatement les traiter, ça veut dire les éliminer. Hein? On va désaisonnaliser, on va éliminer le trend pour rester dans un cadre stationnaire, parce que je rappelle que les processus ARMA, ce sont des processus stationnaires. Et dans une deuxième étape, il faut qu'on choisisse le type de modèle qu'on doit retenir. Est-ce qu'il s'agit d'un modèle autorégressif pur ou d'un processus moyenne mobile pur ou bien d'un processus mixte ARMA? Et dans ce cas, on sera amené à choisir l'ordre PQ de ce processus ARMA. Cette identification pour Boxen-Jenkins, il se base sur deux fonctions qu'on appelle les fonctions d'autocorrélation et les fonctions d'autocorrélation partielle. Alors, la fonction d'autocorrélation, il représente l'évolution des coefficients de corrélation pour un nombre de retards quelconque K, alors que la fonction d'autocorrélation partielle, il va représenter, elle, l'évolution des coefficients d'autocorrélation partielle pour toujours un même nombre de retards K. Et donc, en fait, nous avons le graphique suivant. Et dans ce graphique, on voit bien, ça c'est la fonction, on a les retards, le retard 1, 2, 3, etc. jusqu'au ici retard 29. OK, ça c'est le nombre de retards K. Et donc pour chaque retard, on va avoir un coefficient d'autocorrélation et un coefficient d'autocorrélation partielle. Et donc l'ensemble de ces coefficients vont constituer la fonction d'autocorrélation et l'ensemble des coefficients d'autocorrélation partielle vont constituer ce qu'on appelle la fonction d'autocorrélation partielle. Et donc, l'analyse de ces fonctions constitue la base de l'étape d'identification telle que proposée par ce Boxen-Jenkins. Et effectivement, l'algorithme de Boxen-Jenkins repose sur la comparaison de la fonction d'autocorrélation et la fonction d'autocorrélation partielle théorique de modèles ARMA théoriques, c'est-à-dire qui sont connus. On va les comparer à des fonctions estimées à partir de la série temporelle. Ça veut dire la série temporelle va se comporter comme un échantillon en statistique. Et donc, puisque c'est estimé, il s'agit de fonctions d'autocorrélation et d'autocorrélation partielles qui sont empiriques. Et donc, comparer ces fonctions théoriques d'un modèle ARMA théorique aux fonctions estimées à partir de la série temporelle, ça veut dire empirique. Et donc, l'étape d'identification consiste à rechercher en correspondance entre un modèle ARMA PQ théorique et le processus générateur de la série temporelle qui est, lui, un processus générateur qu'on ne connaît pas et qu'on essaie d'identifier. Et donc, ce principe est représenté par le schéma suivant. Donc, on a un processus théorique PQ dont on connaît les propriétés et dont on connaît le comportement de les fonctions d'autocorrélation et les fonctions d'autocorrélation partielle. Et on le compare à la série stationnaire qui est générée par un processus aléatoire quelconque et dont on essaie d'identifier les retards PQ. Et donc, cette identification va se baser sur la comparaison entre les fonctions d'autocorrélation et les fonctions d'autocorrélation partielle estimées, c'est-à-dire empiriques, à partir de la série temporelle excitée, et théorique, c'est-à-dire à partir de l'ARMA PQ théorique qu'on connaît. Et donc, je commencerai par vous présenter le comportement de ces fonctions pour un AR1 théorique. Et donc, au fait, ici, vous voyez que
le corrélogramme partiel va présenter un pic significatif au retard 1. Et donc, ce pic significatif au retard 1, il peut être positif si le paramètre autorégressif d'ordre 1 et phi1 il est supérieur à 0 et négatif s'il est inférieur à 0. En ce qui concerne la fonction d'autocorrélation, on voit ici que lorsque le phi1 est positif, il y a une décroissance exponentielle. Et ici, lorsque le phi1 est négatif, il y a une décroissance sinusoïdale amorcie. Ça veut dire qu'il va converger rapidement vers 0. Et donc, ce comportement de fonction d'autocorrélation partielle qui a un pic significatif au retard 1 et de fonction d'autocorrélation qui a une décroissance exponentielle ou une décroissance sinusoïdale amorcie est une caractéristique d'un modèle AR1 théorique. Et donc, je peux le représenter ici d'une autre manière. Donc, vous avez le pic significatif au retard 1 et vous avez la décroissance exponentielle de la fonction d'autocorrélation. De même, ici, s'il s'agit d'un coefficient phi1 qui est négatif, il y a une décroissance sinusoïdale amorcie, ça veut dire qu'il va finir par converger vers 0. Qu'en est-il maintenant d'un processus AR2? Donc, AR2, il y a deux pics significatifs au niveau de la fonction de corrélation partielle. Et il peut y avoir soit une décroissance sinusoïdale amorcie ici, soit une décroissance exponentielle là. L'important, c'est qu'on a les deux pics significatifs qui veulent dire que c'est un AR2. Quant à la décroissance de la fonction d'autocorrélation, ça peut être soit exponentielle, soit sinusoïdale amorcie. De même, si on a un AR3, on va s'apercevoir que nous avons trois pics significatifs ici. Il y a un pic, deuxième, le troisième, qui sortent de cet intervalle de confiance qui est représenté par ces droites en pointillés. Et ici, vous avez une décroissance exponentielle, comme on peut avoir une décroissance sinusoïdale amorcie. Et donc, en fait, pour résumer, un ARP théorique, il a un coefficient d'autocorrélation partielle qui s'annule après l'ordre P, Donc, nous avons autant de pics significatifs ici qui correspondent à l'ordre de P, mais dès qu'on est dans un retard supérieur à P, ça va s'annuler, ça va être égal à 0 ici, alors que pour la fonction d'autocorrélation, soit nous avons une décroissance exponentielle, soit nous avons une décroissance sinusoïdale amorcie. Qu'en est-il maintenant des processus moyennes mobiles? Alors, pour les processus moyennes mobiles, on observe ici des pics significatifs dans la fonction d'autocorrélation, que ça peut être négatif ou positif selon le signe de θ1, de θ1 qui représente θ1 epsilon t-1, ça veut dire le coefficient du processus moyenne mobile 1, alors que la fonction d'autocorrélation partielle, il peut être soit une décroissance exponentielle, soit une décroissance sinusoïdale amorcie. Et donc, vous voyez que le M1, c'est l'inverse de ce qu'on vient de voir pour le AR1. Alors ici, on l'observe, vous avez un pic significatif au retard 1 de la fonction d'autocorrélation, une décroissance sinusoïdale amorcie. Ici, pareil, on a un pic significatif du code négatif, l'autocorrélation est négative, et une décroissance exponentielle. Si je prends un MA2, j'ai le même comportement, j'ai deux pics significatifs dans la fonction d'autocorrélation, j'ai une décroissance sinusoïdale amorcie, comme je peux avoir une décroissance exponentielle avec deux pics significatifs de mon processus MA2 au niveau de la fonction d'autocorrélation. Et donc, au fait, de même, je pourrais dire que le nombre de pics significatifs correspond au retard Q. Donc, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3. Et juste après, lorsque ça va être égal à 0, pour tout retard supérieur à l'ordre Q qu'on veut sélectionner. Quant à la fonction d'autocorrélation partielle, soit il aura une décroissance exponentielle, soit il aura une décroissance sinusoïdale amorcie. Maintenant, si on veut parler d'un ARMA
mixte, par exemple ici un ARMA 1,1, eh bien, on va avoir un comportement décroissance exponentielle de la fonction de corrélation qui nous rappelle le processus AR1 et une décroissance sinusoïdale amorcée de la fonction d'autocorrélation partielle qui nous rappelle un processus M1. Et donc, c'est un mélange. Et donc, ici, on va trouver différents schémas de décroissance des deux fonctions. Même chose peut être observée pour un ARMA de 2. Même chose peut être observée pour tous les ARMA, quel que soit l'ordre PQ. Et donc, ici, on observe que dans les deux cas, on a une combinaison entre des décroissances exponentielles et des décroissances sinusoïdales amorcies, à la fois de la fonction d'autocorrélation et de la fonction d'autocorrélation partielle. Alors, que se passe-t-il si comment dirais-je, si le processus générateur de la série temporelle contient une tendance à une saisonnalité, comme on vient de le dire juste avant, il faut impérativement enlever les sources de non-stationnarité et donc il faut désaisonnaliser et il faut éliminer la tendance. Si jamais la série temporelle présente une tendance stochastique, on va en parler dans la suite du cours, Box et Jenkins vont faire appel à des modèles qu'on appelle les modèles ARIMA. Et donc, ils vont ajouter le « i » ici pour parler de la présence d'une tendance stochastique. Ils vont lui donner un petit d, c'est l'ordre de différenciation de la série temporelle. Et en général, le d est égal à 1. Et donc, en général, on va faire appel au modèle ARIMA P1Q. Donc, le 1, c'est juste parce qu'il y a une tendance stochastique. Et donc, c'est I1, ça veut dire qu'il y a une tendance stochastique. Et lorsqu'on va l'enlever par une différenciation de la série temporelle, on va tomber dans le cadre stationnaire et donc on va déployer l'algorithme de Box-Jenkins. De même, s'il y a une saisonnalité, ben, on va rajouter la lettre S, on va rajouter la lettre S au processus ARMA pour avoir le processus ARMA. Et si jamais nous avons à la fois une saisonnalité et une tendance, donc la saisonnalité, c'est la lettre S et la tendance, c'est le processus SARIMA. Et nous aurons l'occasion, dans la suite du cours, de vous présenter un modèle ARIMA, un modèle SARMA et un modèle SARIMA. Alors, une fois avoir identifié le processus ARMA, c'est-à-dire une fois avoir sélectionné les retards P et Q de ce processus, plusieurs ARMA peuvent être sélectionnés. Par exemple, on va sélectionner ARMA 1.1, ARMA 2.1, ARMA 3.2, ARMA 1.0, ARMA 0.1. Donc, on aura une multitude d'ARMA sélectionnés, beaucoup de candidats. Donc, on va procéder d'abord à l'estimation des coefficients de chaque modèle ARMA, c'est-à-dire on va estimer les phi1, phi2, phi3, phi4, les θ1, θ2, θ3, etc. Et donc, nous allons faire des méthodes d'estimation conventionnelles qu'on connaît, les moindres carrés ou bien le maximum de vraisemblance. Et donc, au fait, certainement, nous serons amenés à remplir ce tableau. Et donc, au fait, on va remplir pour comparer les meilleurs modèles ARMA-PQ. Et donc, on ne va pas s'interdire au départ de prendre 3, 4, 5 modèles pour sélectionner le meilleur. Et donc, on arrive, après l'estimation des différents paramètres des modèles ARMA sélectionnés, on arrive à la troisième modèle qui est l'étape de validation. Et donc, le modèle qui va être choisi, qui va être sélectionné comme étant le meilleur, va l'être sur la base de la minimisation d'un critère d'information. Ça veut dire le meilleur modèle, c'est le modèle qui permet la minimisation d'un critère d'information. Ça peut être le critère d'Akaek, le critère de Schwarz ou le critère d'Annan-Quinn. Ensuite, on va voir quel est le modèle qui a une significativité des paramètres estimés, des coefficients estimés. Parce que si vous estimez un modèle et que tous les paramètres ne sont pas significatifs, ça veut dire que le modèle n'est pas le bon, quoi. Et donc, il faut impérativement que les coefficients des modèles soient significativement différents de 0. C'est pour cela qu'on va faire appel au test de significativité. Et enfin, la dernière étape consiste à analyser les résidus. Et comme on l'a dit précédemment, il faut s'assurer que les résidus qui résultent de l'estimation de son modèle PQ constituent un bruit blanc.
Et donc, il faut tester la normalité, l'absence d'autocorrélation et l'homoscédasticité. Et une fois avoir vérifié que les résidus correspondent bien à un processus bruit blanc, on va passer à l'étape 4, à la dernière étape, qu'on appelle l'étape de prévision. Et donc, lorsque le modèle est validé, ça veut dire lorsque les résidus du modèle ARMA constituent bien un processus bruit blanc, à ce moment-là, on pourra effectuer la prévision de la série temporelle à un horizon H. Juste une remarque, si jamais il y a de la saisonnalité, de la tendance dans le processus générateur au départ, donc il faut resaisonnaliser, il faut réajouter la tendance que nous avons enlevée et à ce moment-là, il faut effectuer la comparaison entre, le modèle prévu, ça veut dire la prévision, et entre la réalisation pour comment dirais-je, évaluer la performance en termes de prévision de notre modèle, ARMA choisi. Je vous en dirai davantage dans la prochaine séance. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.